Voilà. Alors, on corrige les exercices. Donc, je vais commencer par les deux satellites, là, le 51 et le 57. Alors, je ne vais pas trop m'embêter avec le cours, hein, parce que vous l'avez vu, c'est essentiellement la partie cours, mais c'est toutes les autres petites questions qui vont m'intéresser. C'est bon, tout le monde y est? Donc, masse de la Voie lactée, machin, etc. Donc, on suppose que le Soleil subit l'interaction gravitationnelle de la Voie lactée, et on suppose que finalement, cette interaction gravitationnelle est identique à ce que l'on aurait si toute la Voie lactée était concentrée à son centre, dans l'espèce de trou noir central, et ça fait l'interaction avec le Soleil, comme on avait fait dans le cours, l'interaction exercée sur Jupiter, comme si c'était que par le Soleil. Donc ça, c'est l'idée de départ. Donc on vous demande de faire le schéma avec le centre galactique, etc. C'est le schéma de cours. Le centre de la galaxie, O, qu'est-ce qu'il demande de mettre? Le vecteur unitaire U, le Soleil S et la force. Donc vous avez ici O, je mets le Soleil un peu où je veux. On va le mettre là. Donc, la direction importante, c'est cette direction-là, la direction centre de la Voie lactée, Soleil. Et le vecteur unitaire centre de la Voie lactée, Soleil, c'est le vecteur qui est dirigé selon cette direction et du centre de la Voie lactée vers le Soleil avec une valeur numérique qui est égale à 1. C'est le vecteur unitaire. Et comme l'interaction gravitationnelle exercée par la Voie lactée sur notre Soleil, c'est moins g, masse de la galaxie, masse du Soleil, sur la distance galaxie-Soleil au carré, fois le vecteur unitaire OS, et bien du coup, j'ai une force qui est dirigée de la même manière que mon vecteur unitaire, mais comme il y a un signe moins, dans le sens inverse. C'est ce qu'on avait vu en cours. Autrement dit, la force est représentée comme ceci. À moins qu'ils aient mis un symbole pour la force. Ils ont mis un symbole, O sur S. C'est un O ici. Et là, pareil, c'est un O. Ça a l'air de rien, ce truc-là, mais le jour du bac, c'est 0,25 points. 0,25 points, coefficient 16, vous pouvez prendre. Oui, mademoiselle Berzière? Alors, le vecteur U, il est juste un vecteur unitaire. Physiquement, il ne représente rien parce qu'il vaut 1. Concrètement, ce qu'il représente, c'est la direction et le sens de la force. C'est-à-dire qu'avec sa direction et son sens, je peux trouver la direction et le sens de la force. Donc, ce vecteur unitaire, il est purement géométrique. Il ne contient rien de physique. Donc, j'ai mis le vecteur U et la force. Okay. Ça va, c'est clair pour le schéma? La question petit b, c'est la question de cours. Donc ça, je ne vais pas passer du temps dessus, c'est exactement la même chose que le cours. Système, le Soleil, référentiel de la Voie lactée, repère de Freinet, bilan des forces, interaction gravitationnelle exercée par la Voie lactée sur le Soleil. J'applique la deuxième loi de Newton, somme des forces est égale à m fois le vecteur accélération, pour me retrouver avec une seule force, puisque ça c'est donné dans l'énoncé,
est égal à masse du Soleil fois le vecteur accélération du Soleil. Et on termine en remplaçant la force par son expression et en simplifiant pour avoir l'accélération du Soleil. C'est-à-dire qu'ici, la force, c'est, donc ça me donne masse du Soleil fois accélération du Soleil. Si je remets mon égalité dans le sens qui m'intéresse, puisque moi, on me demande l'accélération du Soleil, je mets l'accélération du Soleil à gauche, c'est la même égalité que ça, hein, mais simplement, je la lis dans l'autre sens. Et ça me donne la valeur de la force qui est donnée ici, moins G, masse de la galaxie, masse du Soleil, sur la distance entre la galaxie et le Soleil au carré, fois le vecteur unitaire, dirigé du centre de la galaxie vers le Soleil. On voit bien que dans mes deux expressions à gauche et à droite, il y a la masse du Soleil qui intervient de manière multiplicative. Donc cette masse du Soleil-là et celle-là se simplifient en divisant par la masse du Soleil pour me retrouver avec l'expression qui est demandée dans la question, à savoir l'accélération, c'est moins g, masse de la galaxie, sur la distance centre de galaxie au Soleil au carré, fois le vecteur unitaire, OS. Voilà, donc ça c'est l'expression qu'on demandait. Je répète, c'est la partie courbe pure, donc je n'ai pas refait tout ce qu'il est nécessaire de refaire. Oui. Pardon? Ah non, j'ai mis GS pour dire centre de la galaxie Soleil. J'ai mis sous cette forme-là parce qu'ensuite on va la traduire par rapport à ce qu'a donné l'énoncé. Enfin, on aurait pu mettre OS aussi, hein, c'est pareil. Alors, l'expression qui est ici montre que le vecteur accélération et le vecteur OS sont proportionnels. Et ce truc-là, c'est le coefficient de proportion. Et le coefficient de proportion est négatif. Donc ça veut dire que le vecteur accélération et le vecteur unitaire ont la même direction, mais sont de sens opposé. Bref, mon vecteur accélération, si je le dessine, en fait, il va être parallèle à la force, vraisemblablement plus petit. Donc il va être par exemple comme ceci. Pourquoi plus petit? C'est l'équation qui est ici. Finalement, de là, si je n'avais pas fait tout mon calcul qui est ici pour avoir l'expression complète, de là, j'aurais pu tirer que l'accélération, c'est la force que divise la masse du Soleil. Une accélération, c'est une force que divise une masse. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que les deux vecteurs sont proportionnels et que le coefficient de proportion, c'est 1 sur la masse. Comme la masse du Soleil, c'est quand même de 10 puissance 30 kg, la division de la force par la masse du Soleil, ça fait un vecteur qui est plus petit, forcément. Donc la conclusion importante de cette question-là, c'est que le vecteur accélération, il part du Soleil, il est dirigé vers le centre de la Voie lactée, et j'ai bien une accélération malgré le fait que la vitesse du Soleil soit constante. Et vous vous rappelez ici, l'idée, c'est pas que la vitesse est constante, c'est que la valeur de la vitesse est constante, mais par contre, mon vecteur accélération change de direction et de sens régulièrement. Et donc l'accélération, elle n'est pas là pour augmenter la valeur de la vitesse ou la diminuer, elle est là pour changer la direction et le sens de mon vecteur vitesse. Parce que l'accélération, c'est une variation de vitesse. Oui. À cause du moins. C'est-à-dire que quand vous avez deux vecteurs qui sont proportionnels, ils ont la même direction. Si le coefficient de proportion est positif, ils ont la même direction et le même sens. Si le coefficient de proportion est négatif, ils ont la même direction, mais un sens opposé. Ah, attention. U, c'est pas la force. U, c'est la direction et le sens de la force. C'est pas pareil. Lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, physiquement, est représenté
représente rien. Il me dit comment la force va s'exercer, mais il ne me dit pas avec quelle valeur numérique, parce qu'il voit. Donc c'est vraiment une question de direction et de sens. C'est deux choses totalement différentes. Oui. Oh, pardon. Vous avez tout à fait raison, M. Caravan. Merci. C'est OS. Puis je le fais partir de O et je le dirige vers S. C'est une erreur de ma part. Heureusement que vous avez vu ça. J'aurais pas fait attention. Donc modifiez bien hein, le schéma. C'est OS et pas SO. D'autres questions? Alors, je continue. Question petit c. Justifier que le mouvement du Soleil peut être considéré comme circulaire de centre O. Et là, attention, c'est le cours, mais c'est le cours pris à l'envers. Dans le cours, vous vous rappelez, mais on va le revoir un petit peu tout à l'heure, ici, on a changé de repère, on a pris un repère de Freinet, qu'on va dessiner juste après, de manière à ce qu'on puisse étudier l'évolution de la vitesse et l'accélération sans se préoccuper de la trajectoire. La trajectoire, on s'en moque, on sait où elle est. Donc du coup, on a pris ce repère de Freinet. Dans le repère de Freinet, on a justement un vecteur normal qui est dirigé comme ceci, un vecteur tangentiel. Et on a montré que si le mouvement était circulaire, alors le vecteur accélération est dirigé vers le centre du cercle. Ça, c'est ce qu'on a montré avec le repère de Freinet et on en a parlé. Et là, la question, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ici, on vous avait fait démontrer l'expression de l'accélération pour pouvoir dire que sur mon schéma, le vecteur accélération est dirigé vers le centre O. Et donc, si le vecteur accélération est dirigé vers le centre O, ça veut dire que mon mouvement est circulaire et uniforme. Donc, on a les deux parties. Si le mouvement est circulaire uniforme, le vecteur accélération est dirigé vers le centre du cercle. Si le vecteur accélération est dirigé vers le centre du cercle, alors le mouvement sera circulaire uniforme. Donc la question petit c, elle est purement graphique. D'accord sur le principe? Donc vous notez bien la réponse. Le vecteur accélération étant toujours le vecteur accélération étant toujours dirigé vers le centre de la Voie lactée, le vecteur accélération étant toujours dirigé vers le centre de la Voie lactée, alors le mouvement du Soleil sera circulaire. Alors le mouvement du Soleil sera circulaire. Alors, il y a une autre manière de répondre. Ça, c'est la manière, on va dire, traditionnelle, bien mathématique. L'autre manière de répondre, elle est dans l'énoncé. Au tout début de l'énoncé, on vous dit que on peut considérer que la distance entre le Soleil et le centre de la galaxie est constante. Donc, si vous avez un Soleil qui bouge et que la distance au centre de la galaxie est constante, bah, ça veut dire forcément qu'il bouge de manière circulaire. C'est moins mathématique, mais ça marche bien aussi. Voilà. Oui. On pourrait juste dire ça. On pourrait juste dire ça, on pourrait juste dire que l'énoncé nous dit que la distance entre le Soleil et le centre de la galaxie est constante. Comme le Soleil bouge et que la distance est constante, alors forcément le mouvement est circulaire. Ouais, ça marcherait aussi. Puis du coup,
coup, ils ne peuvent pas, quelque part, je dirais, vous reprocher d'écrire ça, parce que c'est eux qui l'ont marqué. Ce n'est pas la démonstration habituelle, mais ça marche. Alors, petit d, c'est le cours sur le repère de Freinet. Donc, c'est pour rappeler que dans le repère de Freinet, le vecteur accélération a toujours la même expression, la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps suivant le vecteur tangent, plus v carré sur r suivant le vecteur normal, r étant le rayon de la trajectoire. On nous demande en plus, sur le schéma qui est ici, de représenter le vecteur tangent et le vecteur normal. Attention quand vous faites le dessin pour le vecteur tangent. Rappelez-vous que le vecteur tangent, il est tangent à la trajectoire, ça c'est pas un problème, mais il est dirigé dans le sens du mouvement. Et donc, si on veut répondre à la question, il faut indiquer le sens du mouvement. Que le Soleil peut tourner dans le sens des aiguilles du monde ou dans le sens trigonométrique. Donc, sur votre schéma, pour justifier votre choix de repère pour le repère de Freinet, pensez bien indiquer dans quel sens ça tourne. Pour indiquer dans quel sens ça tourne, vous embêtez pas, vous mettez juste une petite flèche. Et une fois que vous avez indiqué le sens dans lequel ça tourne, vous mettez le vecteur tangent. Donc, selon la tangente à la trajectoire, et puis le vecteur normal, ici. Et là, vous voyez, ça commence à faire beaucoup, puisque le vecteur normal, le vecteur accélération et le vecteur force, ils sont tous les trois pareils. Donc là, vous avez quand même intérêt à prendre des crayons de couleur pour bien distinguer vos trois vecteurs. Oui. Alors, on ne sait pas. J'ai choisi complètement au hasard. Non, là ici, j'ai rappelé court, et puis j'ai mis les choses un peu rapidement. Parce que l'idée, c'est, alors, que je reprenne l'énoncé exactement, rappeler l'expression de l'accélération du Soleil dans un repère de Freinet. Et donc là, ici, il suffit de dire qu'on applique le théorème du repère de Freinet. L'accélération s'écrit sous cette forme-là. J'ai oublié un S, c'est-à-dire ici. D'autres questions? Ensuite, petit e. Là, on travaille sur, pareil, le cours, montrer que le mouvement est uniforme et donner l'expression de sa vitesse. Donc là aussi, c'est purement du cours. Je ne vais pas tout redétailler, mais je vous donne quand même les, comment dirais-je, les étapes essentielles. La première étape la plus importante, elle est là. C'est de comparer n et le vecteur unitaire UOS. Et de voir que ces deux vecteurs ont la même direction, mais sont de sens opposés et qu'ils ont la même valeur. Parce que UOS, c'est un vecteur unitaire et n, c'est un vecteur unitaire. Autrement dit, avoir en tête que, première étape de la démonstration, le vecteur n, c'est moins le vecteur UOS. Pourquoi ceci? Pour remplacer le vecteur unitaire OS par le vecteur n dans l'expression d'interaction gravitationnelle. C'est-à-dire pour remplacer ça dans l'expression, si je l'appelais OS, moins g, masse de la galaxie, masse du Soleil, sur la distance galaxie-Soleil, au carré, fois UOS. Et donc, pardon, je dis une bêtise, c'est le vecteur accélération. Celui-là. Donc, mon vecteur accélération sous cette forme-là, et je remplace moins UOS par n.
Et je me retrouve avec un vecteur accélération qui est sous la forme g fois masse de la galaxie sur la distance entre le centre de la galaxie et le Soleil au carré, fois le vecteur n. Voilà. Ça, c'est la première étape de mon travail. Mais ça, c'est exactement le cours qu'on a fait. Hein. Il y a juste à l'adapter. On n'a pas Jupiter et le Soleil, mais le Soleil, la Voie lactée, c'est pareil. Deuxième étape, c'est ça. J'ai cette expression-là, qui est l'expression de l'accélération du Soleil que j'ai trouvée avec ma deuxième loi de Newton. Et j'ai la même accélération ici. Le rappel du cours sur le repère de Freinet. Les deux sont égales. Les deux sont égales parce que les deux expriment l'accélération du Soleil. Elles sont exprimées de manière différente, mais c'est la même accélération du Soleil. Oui. Alors attention, je ne vais pas utiliser l'une ou l'autre, je vais utiliser les deux et en même temps. C'est-à-dire que ça et ça, c'est vrai en même temps. Et là, après, j'utilise des maths qui me disent que finalement, cette accélération, c'est un vecteur. Et que ce soit ici ou que ce soit ici, ce vecteur est exprimé dans le repère de Freinet. Et donc, vous vous rappelez, pour que deux vecteurs soient identiques, dans un même repère, il faut que leurs coordonnées soient identiques. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'œil, on n'a pas l'habitude. Mais on en a parlé au moment où on a fait le cours, que j'écrive les vecteurs tangent et normal, ou que j'écrive les vecteurs i et j mathématiquement, c'est pareil. Donc au lieu d'écrire un truc compliqué, c'est la même chose que si j'avais écrit xi plus yj, comme on fait en maths. Les équations sont les mêmes. Donc je vais comparer ce vecteur-là à ce vecteur-là, et je vais dire, je vais comparer ce vecteur-là à ce vecteur-là, et quand je dis que je vais comparer, je vais regarder la comparaison sur les coordonnées. Je dis que la coordonnée suivant le vecteur normal ici est égale à la coordonnée suivant le vecteur normal ici, et que la coordonnée suivant le vecteur tangent ici est égale à la coordonnée suivant le vecteur tangent ici. J'ai deux vecteurs écrits dans un même repère. Pour qu'ils soient égaux, il faut que leurs coordonnées soient égales. Ça va? Ça revient un petit peu? De toute manière, je ne vois pas trop comment on peut faire autrement que apprendre tout ça par cœur. Donc, je compare ça. Alors, je vous rappelle, hein, on a tout fait bien en détail dans le cours. Là, ici, quand je regarde, la coordonnée suivant le vecteur tangent, c'est ça. La coordonnée suivant le vecteur normal, c'est ça. Si je regarde ici, la coordonnée suivant le vecteur normal, c'est ça. Et quand je regarde, la coordonnée suivant le vecteur tangent, il n'y en a pas. Vous vous rappelez ce que ça veut dire quand on n'a pas de coordonnées suivant le vecteur tangent? En fait, quand je vous dis qu'il n'y a pas de coordonnées, c'est pas vrai, il y en a une. Mais si je ne la vois pas, c'est qu'elle vaut combien? Eh ouais, elle vaut 0. C'est-à-dire que là, ici, la coordonnée suivant le vecteur tangent, c'est 0. La coordonnée suivant le vecteur normal, c'est ça. Là, ici, la coordonnée suivant le vecteur tangent, c'est la dérivée de la vitesse. Et la coordonnée suivant le vecteur normal, c'est v carré sur r. Si j'ai même des unités, donc ça veut dire que sur l'axe tangent, avec le vecteur unitaire taux, ben j'ai 0, qui est la coordonnée ici, qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui est la coordonnée sur l'autre vecteur. Je compare les deux vecteurs. Là, c'est 0, donc là aussi, c'est 0. Ça ne s'écrit pas pareil, mais c'est 0. Ça, après, c'est facile. Parce que si j'ai une dérivée qui est égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire pour ma fonction? Ah, attention. Ouais, c'est une constante. Donc, v est constante. Alors, on est bien d'accord que le jour du bac, vous n'écrivez pas ça. Hein. Le jour du bac, vous écrivez bien, donc la valeur de la vitesse est constante. On n'a pas le droit aux abréviations le jour du bac. Ça peut vous coûter des points. N'oubliez pas ça. Je ne sais pas, je vous l'ai peut-être dit, mais ça vaut mieux de le rappeler.
Je vous rappelle que le jour du bac, le professeur a la liberté pleine et entière de vous retirer 0,25 points s'il n'est pas content de votre présentation, par exercice. De vous retirer 0,25 points par exercice s'il n'est pas content de vos chiffres significatifs. Et de vous retirer 0,25 points par exercice s'il n'est pas content de la manière dont vous écrivez les unités. Donc si jamais vous avez fait une très mauvaise rédaction ou si vous êtes tombé sur un professeur qui était de mauvais poil ce jour-là, il retire 0,25 points par exercice pour 3 choses. Ça vous fait 0,75 points par exercice. Ça vous fait 2,25 coefficient 16. Arrondi à l'entier naturel. Imaginez, il vous retire plus de 30 points. Simplement parce que vous avez écrit des abréviations ou qu'au niveau des chiffres significatifs, vous avez mis 2 chiffres alors qu'il en voulait 3, et peut-être parce que vous avez oublié de mettre mètre ou de mettre kilogramme quelque part. Et il a totalement le droit. Remarquez que même s'il n'avait pas le droit, il pourrait le faire, de toute manière, personne ne vérifie les corrections de copie. Alors, ceci pour vous rappeler ce que je vous ai dit, hein, la meilleure manière de gagner des points, c'est de commencer par éviter d'en perdre. On fait des beaux schémas, bien clairs, le prof est content, il met les points. On ne fait pas d'abréviation, hein, on fait attention aux unités, pareil. Donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Alors, bien sûr, avec la phrase qui va bien, parce que dans ma question, la première partie, c'est montrer que le mouvement du soleil est uniforme. Et vous avez bien en tête qu'un mouvement uniforme, quand il est circulaire, c'est un mouvement qui se fait à vitesse constante. Donc la première partie de la question, c'est de démontrer que la vitesse est constante, c'est fait. Deuxième partie de la question, je termine, puis je vous donne la parole après, trouver l'expression de cette vitesse. Oui. Oui, c'est le principe de l'inertie. Si le système est isolé, alors le mouvement est rectiligne, uniforme. Mais là, mon système n'est pas isolé. Rappelez-vous, hein, un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force. Or là, j'ai interaction gravitationnelle. Donc c'est clair, il n'est pas isolé. Vous avez le cas aussi, la possibilité d'un système qui est soumis à plusieurs forces, dont les effets s'annulent. Mais là, comme il n'y a qu'une seule force, c'est clair que les effets ne vont pas s'annuler. Donc là, le principe de l'inertie, je ne peux pas l'utiliser. Oui. Alors, je n'ai pas entendu le début de votre question. Ah oui, c'est ici. Donc, d'où vient la valeur de ce 0? C'est ici. C'est-à-dire, alors, dans le cours, ce que j'avais fait, c'est que je vous avais écrit ça, et je vous avais dit que c'est aussi égal à plus 0 fois tout. Et je vous avais dit que plus 0, ça ne change pas l'expression. Mais ça me permettait d'écrire l'expression de mon vecteur accélération avec les deux vecteurs unitaires comme ici. Et dans le cadre du cours, ça me paraissait plus évident de montrer qu'à ce moment-là, ce 0-là est égal à la dérivée de la vitesse ici. Là, comme on l'avait fait en cours, comme je vous l'ai dit, j'étais un peu plus rapide. Mais voilà, ce sera toujours ces questions-là. Et ce sera toujours à résoudre de la même manière. Pour ça, je vous dis, plus simple, c'est d'apprendre par cœur, parce que de toute manière, ça vous permettra d'aller plus vite. Mais de toute manière, ces questions-là sont toujours posées. Je n'ai pas souvenir d'un exercice comme enfin, sur la gravitation le jour du bac, où il n'y ait pas ces questions-là. Elles sont plus ou moins posées de manière compliquée, plus ou moins détaillée, etc. Mais celle-là, elle y est tout le temps. Et la deuxième, elle y est tout le temps aussi. Et la deuxième partie, donc l'expression de la vitesse, ça va consister, maintenant qu'on a regardé ce qui se passe avec le vecteur tangent, de regarder ce qui se passe avec le vecteur normal. C'est-à-dire que ça va être égal à ça. Donc pour écrire ça, je passe le schéma parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc la fin de la question petit e, je la mets ici. Donc on est sur l'axe normal. Donc c'est-à-dire l'axe de vecteur unitaire n. Et donc j'ai ma première expression, g fois masse de la galaxie sur la distance du centre de la galaxie au Soleil au carré est égal à v carré sur r. Le v qui est ici, c'est le v qui est là. C'est la vitesse du Soleil autour de la Voie lactée.
en valeur numérique, on est autour de 225 à 250 km par seconde, c'est-à-dire en gros 900 000 km par heure. Donc ça bouge, et ça bouge très vite. Alors, on vous demande à partir de cette expression de trouver la vitesse. Et ici, j'ai ces deux distances qui sont exprimées de manière différente parce que ma formule vient de l'interaction gravitationnelle où j'ai ma distance qui est ici. Et ça, c'est la formule traditionnelle du repère de Fresnel. Et deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce R-là représente le rayon de la trajectoire. Et finalement, ça aussi, puisque c'est la distance entre le centre du cercle et mon soleil. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si je les ai écrits différemment, ces deux choses-là représentent la même chose. C'est la distance entre le centre du mouvement et mon soleil. Une fois qu'on a ça, on fait un produit en croix pour simplifier. Toujours pareil, comme je veux la vitesse, ben, je suis plutôt de gauche à droite. Donc j'écris sous la forme V carré est égal à G fois masse de la galaxie sur la distance entre le centre de la galaxie et le soleil au carré, que multiplie R, qui est égal à la distance centre de galaxie-soleil. Oui. Si, c'est ce que je vais faire. Mais là, je voulais être sûr pour qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Cette étape-là, si vous êtes à l'aise en maths, vous ne la faites pas. Hein. Vous faites exactement ce que vous avez dit. Mais là, je décompose bien. Oui. Tout ça. Ah, constante. C'est mes petites abréviations qu'on a vues plusieurs fois là sur la chute libre. La constante, je l'appelle CST. Ça va, je peux effacer cette partie-là, monsieur Karabat? Donc, une fois que j'ai ça, comme le suggérait votre camarade, je simplifie les deux distances. Il me reste un V carré qui est égal à G fois masse de la galaxie sur la distance entre le centre de la galaxie et le Soleil. Il n'y a plus de carré puisque j'ai simplifié. Et donc, ma vitesse, c'est la racine carrée de ce truc-là. Alors, juste pour qu'on soit bien d'accord, j'écris comme ça parce que j'ai l'habitude de mettre G avant, mais on est bien d'accord que je peux mettre G dans le quotient. Hein. Donc, si vous voulez, on l'écrit comme ça aussi. Ça ne change rien. Voilà, et on a répondu à ma question, et on a bien effectivement la vitesse en fonction de G, masse de la galaxie, et de... Zut, j'ai mal écrit. Je préfère regarder R. Ah, dans l'énoncé, il appelle petit r. Oui. Oui. Ouais. Que je fasse mon changement ici ou que je le fasse juste avant, c'est pareil. À la limite, on aurait même pu faire D ici. Ça marchait. D'autres questions? Je peux effacer la partie droite là? Ouais. Alors, ensuite c'est l'application. Ah non, pardon. Il y a encore une question de cours. On appelle T la durée nécessaire pour faire un tour complet. On veut l'expression de T. Pareil, comme c'est le cours, je ne détaille pas autant que dans le cadre du cours. Je vous rappelle l'idée. L'idée, elle part de là. C'est-à-dire que puisque la vitesse est constante, je peux calculer l'expression de la vitesse soit avec la dérivée, et là ça me fait un calcul compliqué, soit avec la vitesse moyenne, V égale D sur T. Parce que comme la vitesse est constante, quelle que soit mes méthodes, je pourrais avoir le même résultat.
Donc, comme j'ai le choix dans la méthode, ben, je vais prendre la méthode la plus simple. C'est-à-dire que mon expression de la vitesse, je vais prendre cette formule-là. Et pour faire apparaître la valeur de la période, je travaille sur un tour. Et donc, ma vitesse, donc un tour, la distance, c'est la circonférence. Donc, la circonférence, c'est 2πr. Et la durée, ben, c'est le temps nécessaire pour faire un tour complet, c'est la définition de la période. Une fois que j'ai ça, le reste, c'est du bricolage mathématique, puisque je fais un produit en croix à l'envers et j'obtiens T qui est égal à 2πr sur V, et que V, c'est celui-là. C'est bon le tableau de gauche? Je peux l'effacer? Donc, mon V là-dedans, ça va me donner une période qui vaut 2πr sur racine de G fois masse de galaxie sur petit r. Un peu compliqué à bricoler, mais ça marche. C'est une racine carrée. D'accord? Mais c'est avant tout un quotient. Donc, divisé par un quotient, c'est multiplié par quotient inverse. Donc, j'ai T qui vaut 2πr, que multiplie mon quotient inverse, c'est-à-dire racine de R sur G fois la masse de la galaxie. Après, je ne vous refais pas le truc, on l'a déjà vu. Pour rentrer le R dans la racine carrée, je dis que R, c'est racine carrée de R. Et donc, je me retrouve avec un 2π racine de R cube sur G fois mg. Oui. Et de faire quoi ensuite? Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de partir de ça, quelque part, vous êtes parti de ça. On est d'accord, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que au niveau du bac, on considère que quelque part, vous savez faire et vous avez juste à le montrer. Donc, quand vous êtes un peu plus à l'aise en maths et que vous pouvez aller un peu plus directement, ça pose aucun problème. Là, ici, vous mettez, on utilise l'expression de la vitesse moyenne et pour un tour complet, on a donc, et hop, c'est parti. Oui. Ah, alors, vous voulez dire, en fait, pourquoi je me casse les pieds avec ce truc-là, quoi. Deux raisons. La première, c'est que mathématiquement, on vous demande toujours d'aller jusqu'à la simplification maximale. Et ce qu'on appelle la simplification maximale, c'est que chaque terme n'apparaisse qu'une fois. Et donc ici, j'ai un même terme qui apparaît deux fois, ça pose un problème. Donc sur principe, dans le cadre de votre programme, on vous demande toujours d'aller jusqu'à là. Première étape. À la limite, si on vous demande rien de particulier et que vous arrêtez là, bah, pour avoir discuté avec plusieurs personnes, quand on n'était pas forcément toujours d'accord, même en arrêtant là, il y avait tous les points de la question. Au maximum, on n'était pas vraiment content, mais ça faisait un petit peu comme je vous ai fait plusieurs fois dans un devoir, c'est-à-dire que, bon, c'est vrai que c'est pas jusqu'au bout, mais ça ne mérite pas qu'on perde des points. Par contre, si vous restez imprécis dans une autre question, on finit par retirer des points. Mais voilà, là, on ne vous retire pas de points. Par contre, dans cet exercice, c'était obligatoire. C'était obligatoire, pourquoi? Parce que regardez dans l'énoncé, enfin, je ne sais pas si vous avez l'énoncé sous les yeux. Si vous aviez l'énoncé sous les yeux, on vous met explicitement dans la question que, en déduire, etc., que la relation s'écrit sous la forme. Et dans l'énoncé, on vous met cette relation-là. Donc, il faut aller jusqu'au bout du calcul pour comparer ce que vous obtenez avec votre calcul avec l'expression qui est donnée dans l'énoncé.
Donc là, en l'occurrence, c'est obligatoire. Oui. Oui. Ouais, on aurait pu dire que l'abscisse du vecteur vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse du vecteur position par rapport au temps. L'ordonnée du vecteur vitesse, c'est la dérivée de l'ordonnée du vecteur position. Puis ensuite dire que la vitesse, c'est racine carrée de vx carré plus vy carré. C'était possible. Mais rien qu'avec ce que je vous dis, vous voyez bien que c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est possible aussi. D'autres questions? Voilà. Fin de la partie théorique. La deuxième question, c'est l'application numérique. Donc, quelque part, on vous dit que la durée nécessaire pour que le Soleil fasse un tour complet de la galaxie, c'est 250 millions d'années. On vous donne la distance entre le centre de la galaxie, donc on vous donne petit r. Mais vous avez remarqué, ouais, tout à l'heure la sieste. Et donc vous avez remarqué que petit r, il vous est donné sous la forme de 2,7 10 puissance 4 années-lumière. 2,7, alors je vais vous marquer ici pour qu'on soit bien clair. Je vous le donne comme ça, petit r. Je vous donne ça. Et il vous donne ça. Et ils vous disent, question petit a, donnez l'expression de R en mètres et de T en secondes. Ah, pardon. AL. Voilà, année-lumière. Et on vous demande R en mètres et T en secondes. Vous vous rappelez pourquoi on vous demande R en mètres et T en secondes? Ouais. Mais, en plus, ouais. Ben ouais, parce que je suis obligé, quand je fais des calculs, de tout mettre dans les bonnes unités. Donc, c'est les unités que vous disiez, hein, de ma valeur qui est là. Mais je suis obligé de mettre en mètres et en secondes. Et là, dans l'énoncé, bon, j'ai fait exprès, hein, mais dans l'énoncé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez savoir comment on convertit les années-lumière en mètres. Ça veut dire que vous devez savoir comment on convertit les années en secondes. Alors, quand je vous dis années en secondes, on a tendance à se dire, bah, pas convertir les années en secondes, c'est facile. Eh ben non. C'est pas si facile que ça, parce qu'il faut se souvenir qu'un an, c'est 365,25 jours. Si vous oubliez le virgule 25, bah forcément, la valeur de la période que vous allez avoir, elle ne sera pas bonne. Ça fait partie des petites choses, entre guillemets, culturelles que vous êtes censé savoir. Et cette valeur de 365,25 jours, non seulement j'en ai besoin ici, mais en plus j'en ai besoin ici. Parce que je vous rappelle que la lumière, c'est une unité de distance qui correspond à la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant un an. C'est pour ça qu'on appelle ça année-lumière. Donc, la valeur de une année-lumière est donnée par la formule C fois T, où C est la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, donc 300 millions de mètres par seconde, et T, c'est un an, c'est-à-dire 365,25 jours, mais mis en secondes. Donc fois 24, fois 60, fois 60. 365,25 parce que c'est l'année, fois 24 parce que dans une journée il y a 24 heures, fois 60 parce que dans une heure il y a 60 minutes, et fois 60 parce que dans une minute il y a 60 secondes. Faites attention, vous n'imaginez pas le nombre d'élèves qui, un peu pressés, oublient les 2,60. Ils disent que finalement une heure c'est 60 secondes. Alors c'est vrai, si on prend mieux en cours de français, on est content qu'il y ait 60 secondes, mais le calcul, le résultat, il faut. Donc faites attention à ça. Donc quand vous faites le calcul, en gros, une année-lumière, ça fait 9,47 10 puissance 15 mètres. Quasiment 10 puissance 16. Oui. Pardon? Alors attention, hein, on est bien d'accord, c'est pas 3,10 puissance 8, c'est 3 fois 10 puissance 8. Et ça, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était pas donné. Aucun problème. Non. Non. On est bien d'accord que dans le mot savoir, il y a le mot savoir. Il n'y a pas le mot marqué dans la calculatrice. Ah.
Mais donc, si vous le savez, si vous gardez en tête que c'est 9,5 10 puissance 15, ça marche. Ça va marcher pourquoi? Parce que deuxième chose qui est importante avec la manière de petit r, vous avez vu, ils n'ont pas écrit 27 000 années-lumière. 2,7 10 puissance 4. Vous vous rappelez ce que ça veut dire ça? À quelle notion ça fait référence, même si on ne l'a pas encore refait? Au chiffre significatif. Le fait qu'ici je mette deux chiffres significatifs, ça veut dire qu'on va vous demander deux chiffres significatifs. Ça veut dire qu'ici, en fait, je ne vais pas écrire 3 fois 10 puissance 8. Je vais me casser les pieds à écrire 3,0 fois 10 puissance 8. Pour être sûr d'avoir deux chiffres à l'arrivée, et donc pas 9,47 ici, mais 9,5. Oui. Mais on parlera des chiffres significatifs un peu plus tard. Je voulais faire ça à un moment où on était censé avoir un truc quelque part, mais parti comme ça va être de plus en plus. Alors enfin, on fera un petit bout de cours sur les chiffres significatifs, même si avec Madame Michel et Madame Gilles, qui sont les deux professeurs que vous avez eus, si je me souviens bien de ce que vous m'avez dit en début d'année, normalement, ils vont bien expliquer toutes les deux, parce que les chiffres significatifs, elles aiment bien. Donc, mais voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on a ça. R, c'est donc 2,7 10 puissance 4 fois 9,47 10 puissance 15. Vous faites votre calcul. T, c'est 250 millions. Là aussi, savoir que 250 millions, c'est 10 puissance 6. Fois tout ça, 365,25 fois 24 fois 60 fois 60. Et alors, je suis un peu cassé les pieds pour trouver le résultat. Donc ça, c'est 2,6 10 puissance 20 mètres. Et ça, c'est 7,9 10 puissance 15 secondes. Oui? Non, parce qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant un an dans le vide. Donc, c'est une unité de distance. Et si jamais vous avez un doute, on relit l'énoncé et on vous dit exprimer T en secondes et R en mètres. Donc, du coup, je sais qu'à la sortie, j'ai des mètres. Oui. Ah, je vais l'écrire un peu plus haut là. Ce qui vous manque, c'est R et T? C'est juste T. Donc, T, c'est 250 millions d'années. Et ensuite, je remplace les années par ce que j'ai marqué là, c'est-à-dire 250 millions fois 365,25 fois 24 fois 60 fois 60. Et à l'arrivée, j'ai 7,9 10 puissance 15 secondes. Vous voyez, il y a plein de petites occasions de se tromper dans cette question, et malgré tout, en général, c'est une question qui ne rapporte rien du tout. C'est une question à 0,25 points, ça. D'un autre côté, rappelez-vous ce que je vous dis, hein, au niveau du contrôle, vous avez 20 points en 3h30, c'est-à-dire en 210 minutes. Donc un point, c'est 10 minutes. 0,25 points, c'est 2 minutes 30. Oui, donc on n'est pas très très loin non plus. Hein. Ensuite, en déduire la masse de la galaxie dans ce modèle. Autrement dit, à partir de cette formule, je vous donne T, je vous donne R, je vous donne G, il faut trouver L. Alors, c'est pas que ce soit compliqué, mais c'est dans une racine carrée. Alors, on en a parlé quand on a fait le cours. Il faut être prudent et bien faire les différents calculs. Donc, à partir de, donc ça c'est la deuxièmement motivée, à partir de l'expression T égale 2pi racine de R au cube sur G fois la masse de la galaxie. Première étape, vous vous souvenez, c'est la racine carrée qui m'embête. Donc, j'élève au carré. 4pi carré R cube sur G fois la masse de la galaxie. Et vous vous souvenez que l'erreur la plus fréquente, hein, parce qu'on a déjà fait un calcul de ce type-là, c'est de faire attention à ne pas oublier le carré sur le pi.
Le 4, on y pense. Le pi carré. Et donc après, j'extrais la masse de la galaxie, qui est égale à 4 pi carré R au cube sur G fois T au carré. Je prends mon expression, je remplace chacun des termes par sa valeur numérique, et je me retrouve avec un 4 pi carré que multiplie donc 2,6 10 puissance 20 au cube sur G 6,67 10 puissance 11. Mais celui-là, il vous sera donné que multiplie les 7,9 10 puissance 15 au carré. Et pareil, attention, n'oubliez pas le cube, n'oubliez pas le carré. Quand je dis pas les oublier, c'est pas tellement sur l'écriture, c'est sur la calculatrice. Et on trouve une masse de galaxie qui vaut 1,9 quelque chose, je crois. Non, 1,59. Donc 1,6 10 puissance 41 kg. Toujours pareil, deux chiffres significatifs. Dernière partie, on vous dit que la masse de la Voie lactée, donc de la galaxie, c'est 10 puissance 12 fois la masse du Soleil. Et on vous dit, est-ce que c'est normal? Ça revient un peu la question. Donc, première chose, 10 puissance 12, on est bien d'accord, ça fait 1000 milliards fois la masse du Soleil. Ça fait 10 puissance 12, et on vous donne la masse du Soleil, c'est 2 10 puissance 30. Donc, quand on fait 1000 milliards de la masse du Soleil, j'obtiens 2 10 puissance 42 kg. Pas de chance, ça ne marche pas. Oui. Pardon? Ah, lui, c'est lui. C'est le petit R. Vous savez, tout le monde y est? Donc, je résume. Par le calcul et avec la théorie, on trouve une masse de la galaxie qui vaut 1,6 10 puissance 41 kg. L'énoncé vous dit que la masse de la galaxie devrait être égale à 1000 milliards de fois la masse du Soleil. Et quand je fais cette chose-là, je trouve 2 10 puissance 42. Bon, 1,6 et 2, c'est à peu près pareil, même si on peut discuter. Mais ce qui est important, c'est que j'ai un 10 puissance 41 ici, un 10 puissance 42. C'est-à-dire que la masse de la galaxie que je trouve par le calcul est 10 fois plus petite que la masse de la galaxie que je devais trouver. Donc j'ai un problème de résultat. Je suis content qu'il y ait un problème de résultat. Je suis content pourquoi? Parce que dans la question, on estime la masse solaire à 1000 milliards de fois, pardon, la masse de la galaxie à 1000 milliards de fois la masse solaire. Le modèle utilisé est-il réaliste? Sinon, citez une hypothèse qui vous paraît absurde. Absurde? Non, abusive. Autrement dit, avec la forme de la fin de la question, justement, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui ne va pas bien. Puisqu'on me dit, le modèle utilisé est-il réaliste? Donc, clairement, quand on a une question qui est posée comme ça, c'est pas oui la réponse attendue. C'est non, c'est pas réaliste. Et donc, il n'est pas réaliste. Pourquoi? Parce que quand je compare ces deux résultats-là, j'ai un facteur 10 qui manque. Donc, le modèle utilisé paraît-il réaliste?
Non, il ne paraît pas réaliste parce que la masse que l'on trouve est 10 fois plus petite que celle qu'on doit trouver. Ça, c'est assez univoque comme question. C'est-à-dire que là, c'est clair que la réponse, elle est directement liée à ça. Par contre, là où la question devient compliquée, c'est sinon, donc il n'est pas réaliste, citez une hypothèse qui vous paraît abusive. Et alors là, on peut dire tout et n'importe quoi. Donc vous vous rappelez, on en a parlé un petit peu en début d'année quand on a travaillé sur des exercices en acide base, etc. Ce qu'on vous demande, c'est pas d'avoir la bonne réponse. Ce qu'on vous demande, c'est d'avoir une réponse que vous avez bien argumentée. Donc quelque part, même si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, à partir du moment où votre idée est bien rédigée, vous aurez les points de la question. Donc ce qu'on vous demande, c'est d'être capable d'avoir un raisonnement et d'expliquer ce raisonnement. Après, les justes ou les faux, on s'en moque. Enfin, faut pas que ce soit n'importe quoi non plus. Hein. Mais voilà, ce qui est important, vous l'expliquez. Alors après, derrière, attention à ce que je vous dis. Hein. Quand je vous dis que vous l'expliquez, vous n'y passez pas 15 minutes non plus. Parce que le raisonnement sera sur 0,5 points, donc vous y passez en gros entre 5 et 10 minutes au maximum. Et donc là, à mon sens, l'erreur, c'est dès le départ. C'est quand on vous dit que le Soleil est soumis à l'interaction gravitationnelle de la Voie lactée et que tout se passe comme si la masse de la Voie lactée était au centre de la Voie lactée. Donc ça veut dire qu'on fait un calcul comme si les 1000 milliards d'étoiles de notre Voie lactée étaient toutes au même endroit qui correspond au centre de la Voie lactée. C'est clair que ça, c'est pas bon. Les étoiles, elles sont parties sur toute la Voie lactée. Alors oui, il y en a 50% qui sont à peu près au centre de la Voie lactée. Mais il y en a quand même 500 milliards qui sont répartis autour de nous. Et donc là, le modèle n'est pas bon. Mais bon, je vous le dis, ce n'est pas la réponse juste qui est la plus importante. Voilà. Donc, vous voyez, ça fait quand même un exercice qui est assez long. Hein. J'ai corrigé, et j'ai corrigé finalement de manière un peu rapide parce que toutes les parties courtes, j'étais vite dessus. Alors certes, j'ai répondu à un certain nombre de vos questions, mais ça prend plus d'une heure. Et ça, le jour du bac, il faut avoir en tête que c'est la taille d'un exercice, d'un petit exercice sur 5 points. Parce que, ouais, bon, après, si on fait un calcul, hein, 5 points, c'est un quart des points du bac. Et puis finalement, un quart de 3h30, on n'est pas très très loin de 50 minutes. Oui. Donc. Mais bon, ça vous donne l'idée. Voilà. J'ai fini sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions? Non? Allez, prenez 5 minutes de pause et puis on corrige le deuxième exercice et puis la chimie. Mais 5 petites minutes, hein, parce que faut vraiment tout finir. Oui. Ouais. Alors, vous avez fait comment? Ouais. Ah, bah. Ah, il y a un moment ou un autre, vous avez dû multiplier. Ah oui, d'accord. Oui, il a bien fallu que vous multipliez par la vitesse de la lumière à un moment ou un autre. Quand même. Alors, vous l'avez peut-être passé dans le même ordre que moi. Alors, à ce moment-là, c'est pas un problème. Ce qui est important, c'est d'arriver au résultat. Et comme on est sur une conversion d'unité, à la limite, si vous mettez qu'un calcul sans explication, ça ne posait pas de problème. Vous voyez, je me suis dit tout à l'heure, je posais la question, mais si on connaît la valeur par cœur, est-ce qu'on peut la mettre directement? Je répondu oui. Et donc, si vous avez fait un calcul qui n'est pas le même, mais qui arrive au même résultat, alors ça, que vous n'avez jamais entendu parler, ma modèle de c'est pareil. Vous avez oublié, ouais, vous n'avez jamais entendu parler, non, c'est pour 2 secondes. Ah oui, non.
Ouais, mais je suis en première. Je n'ai pas vu parce que effectivement le cours sur le fixe, c'est plus du tout pris en compte, ça vous l'avez vu. C'est ouais. Le 6,76 vous ne devez pas le savoir. C'est la vitesse de lumière. La plupart du temps, elle est rappelée. Hein. Mais de temps en temps, ah oui, c'est le Saturnus stationnaire. Bon, allez. C'est bon, pas de questions particulières? Allez, on passe au 57. Donc, l'idée du 57, c'est un satellite géostationnaire, mais pas géo. C'est-à-dire un satellite saturno-stationnaire. On met un satellite stationnaire, mais par rapport à Saturne, au lieu d'être par rapport à la Terre. Autrement dit, c'est exactement le même cours, il n'y a que le nom qui change. Enfin, il n'y a que le nom et les valeurs numériques qui changent. Mais voilà, c'est le cours de satellite géostationnaire. Mais, alors, ce que j'ai aimé dans cet exercice, c'est pour ça que je vous l'ai donné, il y a finalement relativement peu de calculs. Et puis le peu qu'il y a, de toute manière, on va les court-circuiter. Mais il y a plein de petites questions intéressantes. Et sur lesquelles il faut faire attention. Donc, on a une sonde saturno-stationnaire.
C'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est une sonde qui reste à la verticale du même point de Saturne en permanence. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est, on définit deux référentiels sur Saturne. On définit le référentiel de Saturne. Donc, c'est un référentiel qui correspond à la planète Saturne elle-même. Et puis, on définit un deuxième référentiel qui est lié à la surface de la planète Saturne. Ils ne le disent pas tout à fait comme ça, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que mon référentiel, il va tourner avec Saturne. Le référentiel de Saturne, il ne bouge pas. Et donc, la planète tourne. Parce que le référentiel de Saturne, c'est le référentiel du centre de la planète de Saturne. Donc, il ne bouge pas. Et puis, on a le référentiel qui est lié à la surface. Donc, c'est un référentiel qui tourne avec Saturne. Quelque part, c'est ce qu'on fait ici. Ce qu'on appelle le référentiel terrestre, c'est le référentiel qui tourne avec la Terre. On est dessus, et donc, pour nous, la Terre est immobile. Elle ne bouge pas par rapport à nous. Et donc, on traduit la même chose avec Saturne. Et donc, ça, il faut bien avoir clair en tête les deux, parce qu'on vous demande ensuite en première question, quel référentiel faut-il utiliser pour étudier le mouvement de la sonde? Est-ce que j'utilise le mouvement, le référentiel de Saturne, où Saturne tourne autour de son centre de gravité, ou est-ce que j'utilise le mouvement dans le référentiel qui est lié à la surface de Saturne? Donc, référentiel dans lequel Saturne ne tourne pas. Je suis clair là dans mes deux référentiels? C'est bon, tout le monde visualise? Et donc, si ma sonde, elle est saturno-géostationnaire, c'est-à-dire que ma sonde est toujours à la verticale du même point de Saturne, ça veut dire que ma sonde va tourner avec Saturne. Si je me place dans le deuxième référentiel, où Saturne ne tourne pas, c'est-à-dire que la sonde, elle fait quoi? Elle ne tourne pas non plus, puisque la sonde tourne avec Saturne. Si je me place dans le référentiel où Saturne ne tourne pas, la sonde, elle ne tourne pas non plus. Mais moi, je vais étudier le mouvement de la sonde. Si je me place dans un référentiel où la sonde ne tourne pas, ça veut dire qu'elle n'a pas de mouvement. Donc ce référentiel-là, il ne peut pas me servir à étudier son mouvement. Donc pour étudier le mouvement de la sonde, il faut prendre le référentiel où Saturne bouge. Comme ça, je vais voir que la sonde bouge avec Saturne. Ça va? Oui? Comme la Terre, Saturne tourne autour de son centre. C'est-à-dire que Saturne fait un tour complet, alors ils vous le mettent dans l'énoncé en gros à 10h30. Comme la Terre fait un tour complet sur elle-même en 24 heures. Alors, l'idée c'est que j'ai ça. Alors j'anticipe un peu sur la deuxième question, mais on montrera que la sonde, on a parlé de sonde géostationnaire, elle est forcément sur l'équateur. Sinon, c'est pas possible. Et donc, vous avez ici Saturne comme nous, avec son axe nord-sud, bon, tout à fait le même que le nôtre, mais c'est la même idée. Vous avez ici l'équateur, et vous avez deux référentiels. Le premier référentiel, c'est celui-là. Je traduis ça par un repère. C'est le référentiel qui est lié à ce point-là. Et donc, il est lié au centre de Saturne. Et donc, dans ce référentiel-là, Saturne va tourner autour de son axe, c'est-à-dire que le centre ne bouge pas, puisque c'est mon référentiel, mais la planète tourne par rapport au centre. Donc ici, quelque part, entre guillemets, mon référentiel est fixe alors que la planète tourne. Donc, mon satellite géostationnaire, ça, je l'ai enlevé. Mon satellite géostationnaire, S c'est pas très bon, parce que Saturne c'est S aussi. On va mettre SG. Ça veut dire satellite géostationnaire. Donc mon satellite géostationnaire, lui, il est lié à la surface de Saturne. Donc dans le référentiel qui est lié au centre de Saturne, Saturne tourne, donc la sonde tourne. Donc comme je vois la sonde tourner, je peux étudier son mouvement. Dans le référentiel qui est lié à la surface de Saturne, je suis toujours par rapport au centre de Saturne. Mais je suis lié à la surface. Donc je vais jusqu'à là. Et si je travaille en 3 dimensions, je vais jusqu'à là. Donc, lui, je pars. Parce que ce référentiel, il tourne avec Saturne. Et donc, comme il tourne avec Saturne,
Ben, quand je regarde les choses dans ce référentiel-là, je regarde les choses comme si Saturne ne bougeait pas. Comme mon satellite géostationnaire est fixe par rapport à la surface de Saturne, si je suis dans un référentiel où Saturne ne bouge pas, je suis dans un référentiel où mon satellite géostationnaire ne bouge pas. Et si mon satellite géostationnaire ne bouge pas, ben, je ne peux pas étudier son mouvement s'il n'y en a pas. D'accord? Vous voyez? Rien qu'avec des petites questions toutes simples sur référentiel, c'est vite fait de faire plein de petites erreurs. Ça, c'est le genre de question, même si ça ne rapporte pas beaucoup, parce que c'est une question à 0,5 points, ça. Il faut prendre le temps de s'arrêter et de bien réfléchir. Sinon, les 0,5 points, on ne les récupère pas. Ouais, donc, si je relis la question, quel référentiel faut-il utiliser pour étudier le mouvement de la sonde géostationnaire? Deuxième question, dans lequel de ces référentiels une sonde saturno-stationnaire est-elle fixe? Donc, première question, pour étudier le mouvement de la sonde géostationnaire, je suis dans le référentiel de Saturne. Et ma sonde géostationnaire est fixe dans le référentiel de la surface de Saturne. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Voilà, le référentiel saturnocentrique. Donc, référentiel de Saturne, c'est en fait pour le centre de Saturne. Et donc, Saturne tourne dans ce référentiel. Et le référentiel saturnocentrique, Saturne ne tourne pas. Enfin, Saturne est immobile. Ce n'est pas dans votre programme. Autrement dit, on doit faire comme dans cet exercice, vous réexpliquer la différence entre les deux référentiels. À vous ensuite de bien comprendre ce qu'on vous explique. Mais, normalement, ça, c'est comme dans cet exercice, ça doit vous être donné. Donc, du coup, si je réponds à ma question, pour l'étude du mouvement de la sonde, c'est mon premier référentiel, celui dans lequel la sonde et Saturne tournent. Et la deuxième partie de la question, la sonde est fixe dans mon deuxième référentiel. Alors vous, bien sûr, vous faites des jolies phrases. Ça va, c'est bien clair? C'est bon, tout le monde y est? Alors, deuxième question, je la lis telle quelle. Hein. La période de révolution d'une sonde saturno-stationnaire doit être le jour, pardon, je me suis mal exprimé. La période de révolution d'une sonde saturno-stationnaire doit être le jour sidéral saturnien.
quelle autre condition la sonde doit-elle vérifier? Quand je vous en parle comme ça va bien. Quand vous êtes le jour du bac, et qu'on est bien d'accord, vous allez stresser le jour du bac, c'est normal, hein, vous allez plus ou moins gérer votre stress, mais vous allez stresser. Quand on a une phrase du type « La période de révolution du sonde saturno-stationnaire doit être le jour sidéral saturnien », là on bloque complètement. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire le jour sidéral saturnien? Jour, on voit bien. Saturnien, on voit bien. Alors sidéral, oui. Ouais, c'est tout. Là, le jour sidéral saturnien, c'est le jour, c'est tout. Comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, le jour sidéral saturnien, c'est le temps nécessaire pour que la Saturne fasse un tour complet. C'est tout. Oui. Mais voilà, il faut faire attention au vocabulaire. Et donc là, on vous dit que finalement, ce qu'on vous dit, c'est que pour qu'un satellite soit géostationnaire, il faut qu'il tourne en même temps que la planète. Et ce qu'on vous demande, c'est quelle est l'autre condition. Et ça, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. L'autre condition pour avoir un satellite saturno-stationnaire, c'est d'être dans le plan de l'équateur. Et avec la forme de la question, on vous demande de simplement dire que la deuxième condition, c'est que le satellite saturno-stationnaire doit être dans le plan de l'équateur de Saturne. On ne vous demande pas de le justifier. On vous demande simplement de le dire. Vous vous souvenez pourquoi c'est comme ça? Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que si mon satellite doit être à la verticale du même point, ça veut dire que le satellite doit tourner en même temps que la planète. Or, la planète, comme toutes les planètes, elle tourne autour de son axe nord-sud. Donc, il faut que mon satellite tourne autour de l'axe nord-sud. Il peut être vrai ici, n'importe où, c'est pas le problème. Et deuxième chose, l'étude qu'on a faite du mouvement des satellites montre que le satellite a une force qui est dirigée vers le centre de la planète, interaction gravitationnelle exercée par la planète. Et donc, le satellite doit tourner systématiquement avec pour centre le centre de la planète. Donc, on doit tourner autour de l'axe nord-sud et on doit tourner en même temps autour du centre de la planète. Le seul endroit où on tourne autour de l'axe nord-sud et on tourne autour du centre de la planète, c'est l'équateur. Si je mets mon satellite ici, pour tourner par rapport au centre de la planète, il faut que je tourne comme ça. Là, je tourne au centre de la planète. Mais si lui doit tourner aussi autour de l'axe nord-sud, pour tourner autour de l'axe nord-sud, je tourne comme ça. Oui, je ne peux pas tourner comme ça et comme ça à la fois. Oui. Pardon? Oui, c'est moi qui l'ai placé. Alors, vous, si vous faites l'exercice, prenez pas le risque de faire ça. Dans le sens où nulle part dans l'énoncé, on vous demande de dessiner. Donc, on est prudent, on ne demande pas de dessiner. Je ne suis pas vraiment sûr de ce que je vais faire, je ne dessine pas. Et moi, je pensais que c'était important de le dessiner pour vous expliquer les choses. Donc, tourner autour de l'axe nord-sud, l'axe nord-sud, c'est le centre. Tourner autour du centre de la planète, c'est ça. Le seul endroit où on peut faire cette rotation-là et cette rotation-là, c'est là. C'est celle-là. Je tourne autour de l'axe nord-sud. Donc, mon plan de rotation est perpendiculaire à l'axe nord-sud et je tourne autour du centre. Hein? Mais je répète, vu la forme de la question, il n'y a pas besoin de le justifier. La deuxième condition est que mon satellite saturno-stationnaire soit au-dessus de l'équateur. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Dernière chose, maintenant, le calcul numérique. En détaillant le raisonnement, montrez que la hauteur de l'orbite saturno-stationnaire est donnée par la formule qui est ici. Qu'est-ce que ça veut dire en détaillant le raisonnement? Ça veut dire que vous devez refaire tout le cours. Sur cette petite question C, c'est tout le cours. Système, référentiel, donc attention, ici le référentiel, c'est Saturne. Repère de Freinet, bilan des forces, interaction gravitationnelle exercée par Saturne sur la sonde. Deuxième loi de Newton, recherche du vecteur accélération, recherche du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Bref, tout ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, ça doit être refait. Systématiquement, entièrement. C'est ça, détailler raisonnement. Ça, c'est une question longue. C'est quasiment les 1 heure qu'on a passé tout à l'heure.
Donc vous vous rappelez, ça a un nom, ce genre de question. C'est ce qu'on appelle une résolution de problème. Une question, plein de formules. Donc vous ne laissez pas avoir par l'apparente simplicité de la question, c'est vraiment une question qui est longue. Pas compliqué, c'est le cours, mais c'est une question qui est très longue. Donc on vous demande de montrer la formule suivante. Donc on vous donne la formule, h égale racine carrée, pardon, racine cubique, que je fasse pas d'erreur, ça fait GMT sur tout. Ouais, c'est ça, GMT sur 4 carré moins RS. Voilà. Donc, je ne reviens pas sur cette formule, hein, c'est la formule du cours. Donc, on ne va pas passer du temps à redémontrer quelque chose, qu'on a vu en cours et puis qu'on a revu lors précédente. Mais, on démontre ça. La seule chose qu'il faut que je vous rappelle, hein, c'est la notion de petite h. On vous demande l'altitude du satellite saturno-stationnaire. Donc, il faut bien garder en mémoire que le mot altitude veut dire distance par rapport au sol. Donc, l'altitude petite h, c'est ça. Chami, je vous donne la parole après. Et donc, le RS est donné dans l'énoncé, c'est le rayon de Saturne. Donc, le rayon de Saturne, c'est ça. Oui, monsieur Sibuet? Ah non, non. Le 3 dans la racine ici, c'est une racine cubique. Parce que vous vous rappelez que la formule, on a démontré ça tout à l'heure, c'est t carré est égal à que je ne fasse pas d'erreur, ça fait 4 pi carré R en cube sur GMS. Donc c'est une racine cubique. Pour ceux qui ne connaissent pas la racine cubique, je vous rappelle, c'est une puissance entière. Oui. Hein, la réponse à la question B, c'est le fait, la deuxième condition, c'est que le satellite saturno-stationnaire soit sur l'équateur. Ah, pardon, soit à la verticale d'un point de l'équateur. Donc vous avez fait tout le calcul sur l'interaction gravitationnelle, etc. À partir de la troisième loi de Claire, enfin de la démonstration de la troisième loi de Claire, on arrive à ça. Et ensuite, vous faites l'application numérique. Donc l'application numérique, donc comme je vous le disais, attention à la racine cubique, il y a certaines machines sur lesquelles vous pouvez programmer vos racines, mais il y en a d'autres sur lesquelles il n'y a pas la racine cubique. Donc se souvenir que la racine cubique, c'est la puissance entière. Et donc dans l'énoncé, on vous donne 6,67 10 puissance 11. La masse de Saturne, c'est 5,685 10 puissance 26. La période de Saturne, c'est 10h33 sur 4 pi carré. Et puis le rayon de Saturne, c'est 60 000 et des poussières. Alors j'attends deux remarques. Oui. Et voilà. Première remarque, faites attention ici. On vous dit 10h33 minutes. Ne pas oublier que c'est des secondes des unités standards. Donc mon 10h33 minutes, même si ça avait l'air de vous donner un truc précis, il faut le mettre en secondes. Donc T, 10h33 minutes, c'est donc 10 fois 10 heures. Donc vous vous rappelez, une heure c'est 60 minutes, fois 60 secondes, plus 33 fois 60. Donc bien faire attention là. Ça, c'est faux. Et en plus, 10h33 minutes, c'est pas 10h,33. C'est 10h,6 à peu près. Vous voyez, donc c'est vraiment tout faux. Donc bien faire attention à ça. La conversion d'unité. Deuxième remarque, peut-être un petit peu moins simple. Oui. Alors, il y aura les chiffres significatifs, oui, mais pour l'instant, mes chiffres significatifs, je les ai mis tels que c'était donné dans l'énoncé. C'est le résultat auquel il va falloir faire attention, effectivement, puisque là, j'ai 3 chiffres significatifs, là, j'en ai 2, enfin, là, j'ai 4 chiffres significatifs, là, 3, donc il faudra mettre que 2 chiffres après la virgule.
Non, la deuxième, c'est lui. Toujours pareil, oui. Qu'est-ce que vous appelez comme mot? Alors là, pour l'instant, je n'ai pas fait d'erreur en termes de chiffres significatifs, hein. On est bien d'accord parce que j'ai repris les valeurs de l'énoncé telles qu'elles étaient données. Là où je ferai éventuellement une erreur, c'est la manière dont je vais donner le résultat petit h. Donc il va falloir que petit h tienne compte des chiffres significatifs. Autrement dit, mon petit h, il faudra que je le donne avec 2 chiffres après la virgule, pas plus. Puisque vous vous rappelez, le nombre de chiffres significatifs doit toujours être égal au plus petit nombre de chiffres significatifs que j'ai. Non, ma deuxième erreur, elle est là. Le rayon de Saturne, RS, il est donné en kilomètres. Bien pensé qu'il faut qu'il soit en mètres. Oui. Ah, pardon. Merci. Et donc tout ça, ça vous donne un petit h. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là. Et donc j'ai trouvé. Où est-ce qu'il est? Ah oui, d'accord. Parce que j'ai mal écrit. 5,12 10 puissance 7 mètres. C'est-à-dire 51 200 km. Et là, j'écris bien 5,12 pour avoir 2 chiffres après la virgule. Mais bon, je vous l'ai dit, on prendra une demi-heure, 3/4 d'heure pour revenir sur ces chiffres significatifs, sur les incertitudes de mesure, parce que faut savoir faire ça. Oui. Où ça? Ah, c'est un moins ici. Parce que c'est ma racine cubique que j'ai dessinée là, moins petit rs, alors que j'aurais mis ici, hein. Mais vos camarades de la vidéo ne l'auraient pas vu. Donc c'est pour ça que j'ai mis en dessous pour que ce soit visible sur l'écran. Voilà. Donc par rapport à l'exercice précédent, pour moi, celui-là, il est plus dur. Parce que vous avez tous les calculs de l'exercice précédent, plus les deux questions qui étaient des questions théoriques. C'est bon, je peux passer? Allez, on passe à l'exercice de chimie. Donc je remets au tableau la courbe. Et si je me souviens bien, on avait fait les deux premières questions. L'asymptote horizontale et le temps de demi-réaction. Et ensuite, il restait à faire les tangentes. Donc vous vous souvenez, la première difficulté de cet exercice, c'est la courbe elle-même. Quand on vous demande la valeur théorique finale, se souvenir que la valeur théorique finale, ce n'est pas la dernière mesure, c'est la valeur de l'asymptote horizontale. Dans certaines courbes, l'asymptote horizontale est évidente. Dans celle-là, ce n'est pas clair parce qu'on voit bien que la courbe continue à monter. Mais, a priori, on peut penser que l'asymptote horizontale, ce sera ça. Ensuite, la lecture graphique qui est ici me dit que ça fait une asymptote horizontale à 8 10 puissance moins 3 mol. Donc, si la valeur finale, c'est 8 10 puissance moins 3 mol, eh bien, pour la deuxième question, le temps de demi-réaction, je suis à la moitié de la valeur finale. Donc, je suis à 8 10 puissance moins 3 sur 2, c'est-à-dire 4 10 puissance moins 3. Et après, vous vous rappelez, la plupart du temps, quand vous aurez ce genre de questions, vous aurez une feuille réponse dans l'énoncé qui pourra rendre
avec votre copie. Et sur cette feuille-là, il faudra bien marquer la construction. Un petit peu comme quand on faisait des dosages acido-basiques, il fallait mettre la méthode des tangentes sur la feuille. Oui, monsieur Caraval? Alors, moi, je vous le mets ici pour vous rappeler comment on l'a calculé. Vous, bien sûr, vous l'aurez mis sur votre feuille. Donc, vous aurez mis que la valeur de la concentration finale, c'est 8 10 puissance moins 3. Le temps de demi-réaction correspond à la durée nécessaire pour que la moitié de la concentration de I2 ait disparu. Donc, 8 10 moins 3 qui divise 2, ça fait 4 10 puissance. Et donc, vous mettrez le 4 ici. Mais par contre, je répète, ce qui est très important, c'est qu'on ait ça. Les deux traits de construction de la recherche de l'abscisse. Et après, vous faites pareil avec les unités. Normalement, celui-là, il tombe bien. On est sur les traits de graduation. Donc, on a bien une valeur de 25 minutes. Des questions sur cette partie-là? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Alors, allons-y. Troisième question. Calculer la vitesse d'apparition du diode à t égale à 0, puis à t égale à 1,5. Donc, vous vous rappelez, au niveau du cours, on a vu que la vitesse d'apparition-disparition était calculée à partir du coefficient directeur de la tangente. Donc, premier truc à faire, c'est dessiner la tangente. J'insiste là-dessus. Même si vous avez entre 5 et 10% d'erreurs qui sont autorisées dans ce genre d'application, il faut bien faire attention à bien dessiner votre tangente. Donc, prenez le temps nécessaire pour bien placer votre tangente, parce que, vous le savez, hein, avec les arrondis, une erreur de tangente, c'est vite fait. Et une petite erreur de tangente au point de départ ici, c'est une grosse erreur de tangente à cet endroit-là. Et comme c'est à cet endroit-là qu'on va chercher nos points, sur lesquels on va faire le YB moins YA sur X de B moins X de A, il peut y avoir très vite une erreur. Donc, il faut bien faire attention à ça. Vous tracez votre tangente au mieux de ce que vous pouvez, mais vraiment au mieux de ce que vous pouvez. Alors, je vous l'ai dit, hein, même si ce n'est pas des trucs... moi, quand j'étais à votre place, j'ai toujours truqué mes tangentes. Pour avoir des points faciles, vous voyez, celui-là et celui-là. Des points faciles, ce que j'appelle des points faciles, c'est des points qui correspondent à une intersection de quadrillage. Donc des points dont les valeurs de Y et de X seront faciles. Après, il y en a parmi vous qui ont eu cette idée-là de prendre celui-là comme point d'intersection pour mes points A et B. Et celui-là, c'est une bonne idée aussi, parce qu'il y a un truc qui est clair, c'est qu'on connaît leurs données. La petite, c'est plus ou moins aléatoire, mais voilà. Mademoiselle Bérésia? Alors, attention, on vous demande les deux. Calculer la vitesse d'apparition du diode à t égale à 0, puis à t égale à 1,5. Donc, en fait, on va faire les deux calculs. Voilà. Donc, une fois qu'on est d'accord là-dessus, moi, j'ai pris mon point B ici, et j'ai pris mon point A ici. Et après, il n'y a plus qu'à lire. Donc, dans l'idée, vous avez fait le graphique, vous avez tracé la tangente, vous avez marqué vos points A et B, et ensuite, là aussi, bien attention sur ces questions-là. Alors, j'insiste dessus, pourquoi? J'insiste dessus parce que ça, par rapport à vos camarades de l'année dernière, c'est nouveau. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que c'est plus le programme de terminale, ce truc-là, et c'est revenu. Et donc, il me semble vous en avoir parlé, c'est souvent les points nouveaux du programme qui font l'objet des premières épreuves de bac. Parce que l'idée, c'est que le professeur qui fait l'épreuve de bac, il s'amuse à faire des trucs qu'il n'a pas fait avant, quoi. Je ne dis pas, je ne vous le garantis pas, mais c'est souvent le cas. Quand dans le précédent programme, il y a eu l'effet Doppler qui était nouveau aussi, il y a eu plein d'effets Doppler dans les épreuves de bac sur les 2 premières années. Enfin, vous voyez, c'est un truc qui revient souvent. Autrement dit, il faut bien penser sur ce genre de questions à bien développer votre argumentation. Toujours pareil, il faut éviter de perdre des points sur ces trucs-là. Donc, bien développer l'argumentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez fait votre dessin,
vous avez expliqué que vous avez tracé votre tangente et vous donnez les coordonnées de A et B. Vous dites bien que le point A, alors bon, moi je prends mes valeurs numériques et vous ne trompez pas sur les X et les Y. Le premier, c'est l'X, le deuxième, c'est le Y. Donc mon point A qui est ici, pour moi, il est à 20. Donc l'abscisse, c'est 20. Et l'ordonnée, c'est 4 10 moins 3. Et mon point B, son abscisse, c'est 30. Et son ordonnée, 6,5 10 moins 3. Et si je ne fais pas attention, où est-ce que je vais me tromper? Ouais, mais c'est parfait. Ouais, mais où est-ce que je vais me tromper? Ouais, ouais. Mais X, c'est des minutes. Et moi, il faut quoi? Des secondes. Donc, au moment. Alors, on n'est pas obligé de changer là. Là, j'ai bien donné l'abscisse et l'ordonnée. Donc, je ne change pas. Je mets bien les valeurs des abscisses et des ordonnées. Par contre, au moment de mon calcul, on passe en secondes. Donc, ce que je vais appeler la vitesse au point 0, donc je l'appelle V0, la vitesse en t égale à 0. Ma vitesse V0, ça va être y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Ça, c'est ma formule. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Je vous dis, ça remonte à plus de 10 ans, les calculs là-dessus. Mais quand c'était corrigé, j'ai vu des personnes qui reprochaient cette expression-là. Donc, qui retiraient 0,25 points. C'était moins grave à l'époque. Hein. 0,25 points, c'était coefficient 8. Maximum. Vous, c'est coefficient 16. Pourquoi ils reprochaient ça? Mais ils reprochaient parce que j'ai pas de Y et j'ai pas de X. J'ai une concentration de I2 et j'ai un temps. Donc la vraie expression de V0, celle qui normalement sort du graphique ici, c'est concentration de I2 au point B, moins concentration de I2 au point A, sur le temps au point B, moins le temps au point A. Ça, c'est la vraie expression. Après, je vous parle de quelques personnes, enfin, j'en ai pas vu beaucoup, hein, j'en ai vu 2. Les autres, quand vous mettiez ça, ils vous donnaient tous les points quand même. Et moi, c'est pareil, ça me suffisait. Mais, vous ne savez pas par qui vous allez corriger sur le fond. Finalement, on trouve quoi quand je fais ça? Comme type d'expression pour la vitesse. Ça s'assimile à quoi? Oui. Ouais. Mais par rapport à ce qu'on a vu en cours. Oui. Ouais. Ça a une tête de vitesse moyenne finalement, c'est ça. Vitesse en concentration en TB moins concentration en TA sur TB moins TA. Ouais. C'est une vitesse instantanée. Mais je la calcule graphiquement, donc c'est comme si c'était une vitesse moyenne. Bon, après, il n'y a plus qu'à faire le calcul, je vous le disais. Donc ici, bien faire attention au Y et au X. C'est l'avantage de ce truc-là, c'est que justement, on compte moins. Donc j'ai 6,5 10 puissance moins 3 moins 4 10 puissance moins 3 que divise. Et là, bien faire attention, 30 minutes moins 20 minutes, le tout mis en secondes. Donc soit vous mettez 30 minutes en secondes, 1800, et puis les 20 minutes en secondes, soit vous faites l'écart, puis vous mettez en secondes après. Au choix. Ça fait du 2,5 que divise 600. Pardon? Merci. Alors attention, ça fait quoi en unité? Ouais. Voilà. C'est des moles par litre, ce que j'ai là, parce que c'est une concentration, que divise des secondes. Donc c'est des moles
par litre par seconde. Bon, finalement, une fois qu'on est d'accord là-dessus, tous les autres, ça va ressembler à ça. Je dirais plus à un 4, quelque chose. Peut-être pas, peut-être pas 5, un peu moins. Combien 4,2? Ouais, je préfère. Par contre, le 10,6 me va bien. Bon, puis pour le T1,5, ben, on refait la même chose. C'est-à-dire que je me place à T1,5, c'est le point qu'on a dessiné ici, et je trace la tangente à cet endroit-là. Voilà, alors, sans que ce soit une obligation, hein, vous choisissez vraiment vos points A et B comme vous voulez. Là, ici, comme A et B sont déjà pris, je vais prendre des points C et D, enfin DE, parce que C, c'est la concentration, c'est toujours néant. Sans que ce soit une obligation, moi, je préfère toujours prendre un point avant T1,5, un point après T1,5. Donc, un point de ce côté-là et un point de ce côté-là. Le point de ce côté-là, je vais prendre celui-là. Et le point de ce côté-là, tiens, j'ai loupé. Je vais prendre celui-là. Et pareil, je détaille bien mes calculs. Je donne les coordonnées des points, j'applique ma formule et je trouve mon V que je vais appeler V1,5. C'est bon, je peux effacer cette partie-là? Donc on explique qu'on a tracé la courbe, qu'on a choisi les points D et E. On prend un point D, donc oui, je me suis simplifié la vie. J'ai pris le point d'intersection avec l'axe des Y, comme ça c'est plus facile. L'abscisse, je sais que c'est 0. Et puis l'intersection au point des Y, je suis à 2 10 puissance, non, 1,05 10 puissance moins 3. Il y a quelque chose qui va pas. Non, 1,5. Et puis E, donc il est à 50 minutes pour une valeur de 6,5 lui aussi. Puis après, je fais mon calcul. Alors, vu l'heure qu'il est, je me dépêche un petit peu. Donc, je fais l'application directe de ma formule. C'est Y en E moins Y en D sur X en E moins X en D. Donc, ça me fait les 6,5 10 puissance moins 3 moins 1,5 10 puissance moins 3 sur 50 minutes moins 0, le tout en secondes. Et ça doit vous faire un truc du genre 2,5 tiers, donc 2,67. 5 tiers, 1,67. 10 puissance moins 6 mol par litre. Autrement dit, une vitesse qui est 3 fois plus petite, quasiment. Voilà, est-ce que vous avez des questions?
Non. Donc vendredi, on termine cette partie. On termine la. Enfin, on termine. Vendredi, on continue sur le cours. Normalement, on devrait finir.